Voici les grands titres de cette rétrospective. L'heure est grave, a dit la Sainte Cour. À 17 jours du 19 décembre, l'épiscopat interpelle la classe politique congolaise et prend à témoin le peuple. Il dit avoir remarqué beaucoup de points de convergence entre les parties prenantes à l'issue de sa mission de bons offices. Vu que les divergences persistent, la Sainte Cour appelle à des négociations directes entre les acteurs politiques. Et durant la semaine qui s'achève, l'Athénée de la Gombe a vécu une vive tension. Les élèves ont réagi violemment contre les allégations sur leur spoliation d'une partie de leur école. Pour tenter de les calmer, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et le ministre Makar Mwangou sont allés rassurer les élèves qu'il existe un contrat entre la RDC et la Chine quant à ceux, mais le terrain de l'Athénée n'a pas été vendu. Et enfin, décédé le vendredi 25 novembre à la Havane, Fidel Castro bénéficie de 9 jours de deuil organisés par le gouvernement cubain jusqu'au dimanche 4 décembre 2016. Pour les Cubains, le révolutionnaire Fidel Castro reste au-delà de tout un combattant de la libération et de l'émancipation. Tout le plaisir a été pour nous de vous informer. Bon week-end en compagnie de nos programmes. La conférence épiscopale nationale du Congo appelle les acteurs politiques à plus de responsabilité et de bonne volonté politique pour éviter à la RDC de sombrer dans une situation incontrôlable. À l'issue de sa mission de bons offices confiée par le chef d'État, lui confiée par le chef de l'État, la SENCO constate qu'il existe plusieurs points de convergence entre les parties prenantes. Mais vu que les divergences perdurent, les prélats catholiques appellent à des négociations directes entre les acteurs politiques. Ces échanges vont tourner sur, notamment, la compréhension du concept du respect de la Constitution, le mécanisme de suivi de l'accord politique, le fonctionnement des institutions pendant la période de transition, mais aussi la mesure de décrispation politique. La mission à laquelle s'est engagée présentement, c'est de recueillir le point de vue des uns et des autres, de mettre les uns et les autres autour d'une table afin de dégager un compromis politique. Cependant, les évêques estiment qu'une solution est possible avant le 19 décembre. Cette mise au point de la Sainte Cour, pour certains, est perçue comme un dédouanement de prélats au cas où une entente ne serait pas trouvée. Tout au long de cette journée du mardi 29 novembre 2016, les réseaux sociaux ont grouillé d'une nouvelle selon laquelle la Commission électorale nationale indépendante CENI aurait révisé ses prévisions pour amener la tenue des élections en 2017 et non plus en avril 2018. Vérification faite par BSI TV auprès de la haute direction de la CENI, il s'avère qu'il n'en est rien. Il s'agit plutôt d'une déformation de l'information pour des intentions inavouées. En fait, Corneille Nangaa, président de la CENI, qui a été reçu en audience lundi 28 novembre 2016 au bureau du Sénat, n'a fait qu'évoquer une hypothèse et non avancer une réconsidération des prévisions déjà coulées dans l'accord politique issu du dialogue. Évoquant les exigences de partenaires extérieurs, selon le rapporteur du Sénat qui a fait le compte-rendu de l'audience, Nangaa a confirmé la fin de l'enrôlement des élections le 31 juillet 2017 comme prévu. Il a aussi évoqué la possibilité de la convocation de l'électorat en octobre 2017 sans donner aucune indication sur la date de la tenue des élections. Corneille Nangaa a ajouté qu'une telle hypothèse nécessiterait un engagement à fond de tous les partenaires pour la mobilisation du budget, ce qui relèverait d'une gageure au plan technique. Il a en effet soutenu que pour maîtriser le report de la date des élections, il faut soit fournir beaucoup de moyens, soit organiser 2 scrutins le même jour en décalant le 3e. Le débat qui a suivi cet exposé du rapporteur du Sénat s'est tenu à huis clos. Bref, l'on retient que dans cette hypothèse, il serait question de revoir l'accord politique qui prévoit une séquence des élections avec 3 scrutins couplés, à savoir la présidentielle ainsi que les législatives nationales et provinciales. Les élections à la base devant être organisées concomitamment suivant les disponibilités financières. Ceci impliquerait un nouveau consensus de la classe politique avant que la centrale électorale nationale ne s'engage. On se souvient en effet que la CENI avait à plusieurs reprises sollicité des options de la classe politique pour le permettre d'organiser les élections. Plusieurs écueils nécessitaient en effet des décisions politiques pour qu'ils soient levés. C'est à propos du document déposé auprès de la SENCO par la Commission stratégique du Rassemblement le 24 novembre dernier qu'une vague de confusion persiste au sein de cette plateforme créée à Jean-Val. Ce document, qui contient certaines propositions à soumettre à la SENCO, a été rédigé sur demande express d'Etienne Tshisekedi, a déclaré Christophe Lutundula, président de la Commission stratégique du Rassemblement. Ces situations ouvrent, c'est alors au sein du Rassemblement politique la voix de voix disconcordantes s'exprimant tantôt pour confirmer l'existence du
document et son authenticité, tantôt pour dénier à la commission stratégique du rassemblement le droit de la signature. Cependant, Christophe Lutundula affirme que les évêques de la conférence épiscopale nationale congolaise seraient en train d'examiner les documents depuis son dépôt le 24 novembre 2016. Les présidents de la commission stratégique renchérit en disant que le conseil de sages du rassemblement ne s'est jamais réuni ni pour désapprouver les propositions contenues dans ces documents, ni pour examiner ces signatures. De son côté, Félix Tshisekedi, cadre de l'UDPS, affirme que le rassemblement reste disponible pour la SENCO. Ici est de noter que c'est au cours de son point de presse tenu ce lundi que l'UDPS réaffirme sa confiance en la SENCO qui, d'après le secrétaire général de l'UDPS, est sur la bonne voie. Jean-Marc Kabunda Kabound fait également savoir que l'UDPS soutiendra le dialogue Kabila-Tshisekedi pour la gestion consensuelle du pays. Ce, malgré le refus de participer au dialogue récent de la Cité de l'Union africaine qu'elle continue à rejeter. Par ailleurs, malgré les caprices de cette frange de l'opposition, le train continue à rouler vers la transition avec la nomination de Sami Badibanga, nouveau Premier ministre issu de l'opposition en application de l'accord signé à la Cité de l'Union africaine le 18 octobre dernier. Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a été libéré mardi 2016 de la prison centrale de Makala à Kinshasa, a annoncé le porte-parole du parti, Augustin Kabouya. Bruno Tshibala avait été arrêté le dimanche 9 octobre dernier à l'aéroport de Ndjili par les services de sécurité alors qu'il voulait embarquer pour la Belgique. Accusé d'être l'un des organisateurs de la marche de l'opposition du 19 septembre dernier qui s'est transformée en 2 journées de meute au bilan matériel et humain très lourd. Bruno Tshibala a été libéré sans procès parce que cette arrestation a été purement politique, estime le porte-parole de l'UDPS. Le parti politique d'Etienne Tshisekedi avait dénoncé ce qu'il qualifie d'une provocation de la mouvance kabiliste qui montre selon eux que la République est une propriété privée. Après l'arrestation de son secrétaire général adjoint. À sa sortie de prison, comme un enfant resté loin de son père pendant longtemps, Bruno Tshibala est allé rendre visite à Etienne Tshisekedi. Tenez également que cette liberté de Bruno Tshibala est provisoire et son avocat espère qu'il pourra se rendre en Belgique. Confusion au sein du mouvement de la lutte pour le changement Lucha. La Lucha qui s'oppose farouchement à un 3e mandat du président Joseph Kabila semble avoir revu ses ambitions. Une affaire d'argent divise ces jeunes compatriotes qui disent militer pour l'alternance démocratique en RDC. Dans un enregistrement téléphonique, un membre de la Lucha accuse des autres militants de détournement. Dans cet enregistrement de la conversation entre un certain Ben José de la Lucha Kinshasa et le rappeur congolais Radek Suprême, proche de l'opposition congolaise, il est clairement mentionné que plusieurs membres de ce mouvement auraient détourné des dons atteignant plus de 120 000 $. Ce Ben José a déclaré dans l'enregistrement qu'il détient une grande partie de la vérité qui risque même de faire éclater le mouvement. Ben José de la Lucha demande être celui qui parle dans cet enregistrement. Il accuse plutôt le rappeur Radek d'être à la base de ce chantage, mais aussi le pouvoir de Kinshasa. De son côté, Radek a confirmé que c'est Ben José qui s'exprime dans cet audio. Confirmation faite également par un autre membre de la Lucha qui a requis l'anonymat. Si le mouvement Lucha qui dit lutter pour l'alternance est prêt à exploser pour une histoire d'argent, pourra-t-il apporter un changement en faveur de la RDC? Depuis que ce jeune originaire de Goma au nord Kivu, Fred Baouma, peut serrer la main des sénateurs américains et dire aux décideurs du monde la direction que doit prendre la RDC, les dossiers cachés sont mis à nu. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on, surtout que d'aucuns affirment déjà que la Lucha est une fabrique de l'Occident. Rappelons que ce mouvement de la Lucha a été reçu à Goma par le chef de l'État congolais le 18 août 2016. De leurs échanges, rien n'a filtré sur une certaine corruption. Preuve que Joseph Kabila respecte et respectera la Constitution, comme il a si bien dit au dernier congrès, que son avenir politique est réglé par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'Occident s'est résolument engagé dans la voie de sanctions contre les responsables civils et militaires congolais. Après les États-Unis qui ont sanctionné 3 généraux congolais, c'est le tour du Parlement européen de demander à l'Union européenne d'infliger des sanctions ciblées contre des responsables civils et militaires congolais dans une résolution adoptée ce jeudi 1er décembre. Les officiels congolais visés sont le chef de l'ANER, Kalev Moutonde,
le général-major John Numbi, le général Ilunga Kampete, le général-major Gabriel Amisi-Kumbi et le général Célestin Kanyama. Le généraux John Numbi, Gabriel Amisi-Kumbi et Célestin Kanyama sont maintenant visés par les sanctions de tout l'Occident, car ce sont eux qui avaient été concernés par les sanctions américaines antérieures. Les 5 responsables congolais sont accusés d'être responsables de la répression violente de manifestations et de l'impasse politique qui empêche une passation du pouvoir pacifique et respectueuse de la constitution congolaise. À l'effet de ces sanctions, les concernés seront privés de visa et verront leurs avoirs gelés. Les parlements européens déplorent le fait que la CENI n'a pas été en mesure d'organiser les élections présidentielles dans les délais constitutionnels attendus le 27 novembre 2016. Malgré la signature de l'accord politique du 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine, le Parlement européen invite par ailleurs les acteurs politiques congolais à prendre part à un dialogue pacifique et constructif afin d'éviter l'aggravement de la crise politique actuelle et à s'abstenir de tout nouvel acte de violence ou provocation. Interrogé sur cette demande des sanctions du Parlement européen, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende interloqué déclare qu'aussi l'Union européenne satisfait la démarche de son Parlement, le gouvernement congolais se réservera le droit de les attaquer. Il ajoute que cette demande de sanctions n'est que l'œuvre d'une députée européenne et d'un groupe de Congolais en mal de positionnement. Depuis 2005, les bureaux du quartier Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Kimbantseke sont bâtis en tôle. Sur l'initiative du regroupement de la jeunesse consciente au Congo, ce quartier aura un nouveau bâtiment. Construit après plusieurs tentatives de démolition, ce bâtiment donnera une meilleure image au quartier qui porte le nom d'un des héros nationaux de la RDC, Laurent-Désiré Kabila. Pour susciter un engouement de soutien aux actions du chef de l'État que beaucoup semblent ignorer, Richard Achinda, au cadre du PPRD, a visité ces locaux qui vont abriter non seulement les bureaux du quartier, mais aussi le secrétariat général du marché de Kingasani. Les jeunes sont en train de bâtir. Et dans la droite ligne de musée Laurent Désiré Kabila, paix à cette illustre personne, qui se sont dit, un quartier qui porte un illustre nom à Kinshasa ne peut pas travailler dans ce que nous avons vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien. À part la désolation. Les chefs de quartier, tous ces services utiles pour la population de ces quartiers travaillent dans des conditions épouvantables. C'est ce que a vu ou avait remarqué la jeunesse de Tchangou, de ces quartiers, autour de leur ONGT, RJCC, et le rassemblement de la jeunesse consciente au Congo. Mais justement, c'est dans cela que nous jetons encore des fleurs. Jeunesse consciente. Cette jeunesse consciente a compris qu'il faudrait nous prendre en charge. Ce notable du PPRD était accompagné de l'ONGD, Regroupement de la jeunesse consciente au Congo. Le RJCC a sensibilisé ses membres sur l'attitude à prendre face aux acteurs politiques qui intoxiquent la population, plus la jeunesse, pour des fins machiavéliques. Nous sommes allés d'encadrer la jeunesse. Encadrer la jeunesse à Tchang, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et parler de Kabila à Tchang aussi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais tous ces gens sont là, ils sont confiants pour Kabila, non pas seulement le chef de l'État, la mémoire que nous voulons pérenniser à partir du bus que nous voulons poser ici. Pour le chef du quartier, Laurent-Désiré Kabila, la dénomination du quartier et l'initiative de jeunes ont attiré les sponsors pour la construction de ce nouveau bâtiment. Vive tension ce lundi à l'Athénée de la Gombe. Les élèves de cet établissement scolaire public ont manifesté violemment contre les allégations sur la spoliation d'une partie de leur concession. La clôture en tôle érigée a été démolie par les élèves et autres biens ont été cassés. Pour exprimer leur mécontentement, ces élèves de l'Athénée de la Gombe se sont repartis en groupe et se sont dirigés à la primature, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, à l'hôtel de ville, mais aussi à la résidence du gouverneur André Kimbuta. À l'EPS, le ministre Makar Mwangou a reçu les délégués de ses élèves. Il les a rassurés que le terrain n'a jamais été vendu. Toutefois, le gouverneur devrait les rencontrer pour de plus amples informations. Déterminés, ces élèves ont pris la ministre provinciale de l'Éducation, Thérèse Olinga, pour constater le fait. Contre toute attente, Thérèse Olinga a assisté à la destruction d'un dojo utilisé par des tierces dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe.
une ambiance non habituelle dans cet établissement scolaire. Pour tenter de calmer les élèves en colère à l'Athénée de la Gombe, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, s'est fait accompagner du ministre de l'EPS, INC, Makar Mwangou, sur le site prétendu vendu. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa a néanmoins rassuré qu'il y a un contrat entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois sur ce site, mais il n'a pas été vendu. Le Congo, c'est un patrimoine commun, que ce pays est le leur. Ils ont vu une entreprise chinoise s'installer dans l'enceinte de l'Athénée. Ils se sont posé des questions. Ils n'ont rien compris parce que le même chef d'établissement qui devait donner l'information aux élèves n'ont rien fait. Ce n'est pas bien, mais également les enfants sont là pour étudier. Mais quelque part là, il faut saluer cet esprit de veiller au patrimoine commun. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une compensation entre le terrain de l'inspection générale de l'éducation et l'ambassade de Chine. Ça, c'est officiel. Les gens doivent savoir que le terrain qui appartenait à l'inspection générale de l'éducation nationale a été cédé aux Chinois. En contrepartie, vous voyez bien le grand immeuble qu'est l'ambassade de Chine que les Chinois construisent à côté du palais du peuple à la place Tembenatembe. Voilà, la compensation c'est celle-là. Mais sur le terrain, nous avons remarqué quelque chose d'anormal. C'est ce qui a poussé les élèves à les dénoncer. Je dis au conditionnel, il semblerait qu'un responsable ici à l'Athénée a négocié un espace avec des Chinois. C'est ce que nous allons vérifier. Si cela est vrai, si le ministre des Affaires étrangères s'est déjà impliqué, ça risque de poser problème s'il y a une note verbale. Dans les cas contraires, nous allons mettre de l'ordre par rapport au premier contrat signé entre la Chine et la République démocratique du Congo. André Kimbuta a donné rendez-vous aux élèves pour jeudi 1er décembre pour plus d'éclairage sur cette affaire. Visiblement, le message du gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, a apaisé les esprits en attendant que plus de lumière soit faite dans cette affaire. D'ici 2030, la République démocratique du Congo doit atteindre l'objectif 3,90 dans la lutte et la prévention contre le VIH-Sida. Cet objectif prévoit qu'en 2030, 90% de personnes connaissent leur état sérologique, 90% de malades du VIH-Sida doivent être mis sous traitement. Et enfin, la charge virale de 90% de malades doit être détectable. Au cours du lancement des activités ce 1er décembre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, a invité la population à s'assurer du travail accompli pour atteindre cet objectif. Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue dans cette salle, pour tous qui avaient répondu présent à la commémoration de la 28e édition de la Journée mondiale SIDA. De son côté, l'ONU-SIDA a encouragé les progrès faits par la République démocratique du Congo pour lutter contre cette maladie. Nous enregistrons des avancées notables dans la réponse au SIDA, mais nous ne constatons pas de progrès partout. Le nombre de nouvelles infections ne diminue pas chez les adultes et le risque d'infection par le VIH reste particulièrement élevé pour les jeunes femmes.
Notons également que plusieurs stands sont installés au sein du PNMLS pour sensibiliser la population sur l'importance d'éviter le VIH grâce aux diverses méthodes mises en place. Levons la main pour la prévention du VIH-Sida. C'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida ce 1er décembre 2016. Au cours de cette célébration à Kinshasa, le gouvernement congolais, par son ministère du Plan, se dit prêt à accompagner le PNMLS en élaborant des stratégies pour lutter contre ce fléau évitable. Notre contribution, c'est de prendre en compte la pandémie du sida et tous les dispositifs de prévention qui a été conçu et mis en œuvre pour faire en sorte que jusqu'en 2030, nous puissions compter un seul Congolais avec la pandémie du sida pour que tous soient participatifs, n'est-ce pas, à l'objectif de l'émergence de notre pays et que nous entrevoyons en 2030. Il s'est de faire remarquer que les messages de ce 1er décembre sont plus focalisés sur les jeunes afin de susciter en eux un comportement responsable face au VIH-Sida. L'arbitre congolais Olivier Safari Kabene figure parmi les 21 arbitres assistants retenus par l'instance fêtière de football africain qui seconderont les 17 arbitres centraux. Ce à l'occasion de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. En réaction à cette bonne nouvelle, l'arbitre Olivier Safari, qui sera à sa première CAN, se dit très heureux et précise que son objectif est d'aller arbitrer un jour à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour tout savoir sur l'arbitre Olivier Kabene, il sait de retenir qu'il commence son parcours international avec les championnats d'Afrique des Nations CHAN 2014 en Afrique du Sud, ensuite au Rwanda en 2016. Il est également présent au championnat africain des nations de moins de 20 ans et celui de 23 ans au Sénégal. Pour parler de la participation de Léopard de la RDC à la CAN Gabon, notez que le 16 janvier 2017, le félin congolais affronteront à cette première sortie les Lions d'Atlas du Maroc. Ils croiseront par la suite les éléphants de la Côte d'Ivoire le 20 janvier à Oyem et clôtureront leur phase de groupe croisant le fer avec les éperviers du Togo le 24 janvier à Port-Gentil. Ce choix porté par la CAF sur Olivier Kabene constitue une fierté pour la République démocratique du Congo, dont le dernier arbitre Kabongo Kambaji, choisi pour officier en phase finale de la CAN, l'a été en 1982 en Libye. Les Cubains ont entamé 9 jours de deuil en mémoire de leur regretté président révolutionnaire Fidel Castro. À travers le monde, des témoignages et des commentaires vont bon train pour cerner le personnage de celui qui a marqué bien d'époques depuis la guerre froide jusqu'à la perestroïka et même aujourd'hui encore. Sa mémoire est en effet liée à la lutte du tiers-monde face à l'impérialisme occidental. L'image qui semble dominer, surtout dans le débat occidental, est celle d'un dictateur qui aurait enfermé son peuple dans son idéologie marxiste face à un monde qui était dans la dynamique de changement. Rongé par la maladie, Castro avait fini par céder le pouvoir à son frère qui assurait une sorte de régence avant d'être confirmé président de la République. Le peuple cubain et bien d'autres à travers le monde, surtout en Afrique, retiennent de Fidel Castro le profil d'un révolutionnaire anticonformiste qui aura réussi à tenir tête à l'impérialisme occidental qui lui a valu la caricature de la part de l'Occident de dictateur. Certains observateurs estiment pour leur part que si Fidel Castro est présenté comme un dictateur, il n'en est pas le cas pour son peuple qui reconnaît avoir hérité de lui, entre autres, la gratuité de l'éducation et des soins de santé. De même que la jeunesse cubaine qui avait été encadrée dans le sport, surtout la boxe, pour les compétitions internationales, principalement les Jeux Olympiques, afin de hisser très haut le drapeau cubain dans le concert des nations. Révolutionnaire parmi les révolutionnaires, Castro s'inscrit aujourd'hui dans la lignée des combattants de la libération et de l'émancipation tels que Nelson Mandela, Malcolm X, Che Guevara, Muammar Kadhafi ou encore le Congolais Patrice Emery Lumumba. En Afrique, ce ne sont pas les Angolais par exemple qui oublieront de sitôt le recours de Fidel Castro qui avait réussi à repousser les assaillants blancs sud-africains aux portes de Luanda. Bref, des époques sont passées, un homme, El Comandante, Fidel Castro, les a toutes bien marquées et s'inscrit désormais dans l'histoire comme un anti-impérialiste qui a su préserver la dignité de son peuple face aux assauts sociopolitiques et culturels de l'Occident.
Voici les grands titres de cette rétrospective. L'heure est grave, a dit la Sainte Cour. À 17 jours du 19 décembre, l'épiscopat interpelle la classe politique congolaise et prend à témoin le peuple. Il dit avoir remarqué beaucoup de points de convergence entre les parties prenantes à l'issue de sa mission de bons offices. Vu que les divergences persistent, la Sainte Cour appelle à des négociations directes entre les acteurs politiques. Et durant la semaine qui s'achève, l'Athénée de la Gombe a vécu une vive tension. Les élèves ont réagi violemment contre les allégations sur la spoliation d'une partie de leur école. Pour tenter de les calmer, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et le ministre Makar Mwangou sont allés rassurer les élèves qu'il existe un contrat entre la RDC et la Chine quant à ceux, mais le terrain de l'Athénée n'a pas été vendu. Et enfin, décédé le vendredi 25 novembre à La Havane, Fidel Castro bénéficie de 9 jours de deuil organisés par le gouvernement cubain jusqu'au dimanche 4 décembre 2016. Pour les Cubains, le révolutionnaire Fidel Castro reste au-delà de tout un combattant de la libération et de l'émancipation. Tout le plaisir a été pour nous de vous informer. Bon week-end en compagnie de nos pros. Nous avons apporté l'actualité des médias en ligne au cours de cette semaine et voici son condensé autour du processus électoral et le nouveau gouvernement qui se fait attendre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue rétrospective. Le rassemblement au bord de l'implosion à la une du quotidien L'Avenir. Que se passe-t-il au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement? S'interroge le journal. Sinon, en croire des sources dignes de foi, les violents ne s'accordent plus entre les membres de cette composante à la suite d'un document que la conférence épiscopale nationale du Congo SANCO aurait présenté au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et portant les signatures de Christophe Lutundula et Boassa Bouchumba, respectivement président de la commission de stratégie et rapporteur de la dite commission du rassemblement. C'est donc une grave crise qui, si l'on y prend garde, risque d'entraîner une implosion au sein de cette plateforme de l'opposition congolaise née du conclave de Jeanneval à Bruxelles. Les ambassades occidentales derrière Filimbi et consorts, note congovirtuel.net. Pas plus tard que ce matin, congovirtuel.net dénonçait la manipulation dont la jeunesse congolaise fait l'objet en se faisant embrigader dans les mouvements fallacieusement présentés comme citoyens, alors que ce sont des paravents des partis politiques et lobbies étrangers pour perpétrer le plan d'entente concocté pour une insurrection en RDC. Nous indiquions qu'aujourd'hui, faute de pouvoir descendre eux-mêmes dans la rue parce que contraints à la réserve, surtout qu'il en appelle à des négociations, les radicaux de l'opposition et leurs parrains occidentaux ont choisi de maintenir leur présence dans la rue en manipulant certains groupes des jeunes pour leur propre profit. Définitivement donc, l'on retiendra que l'activisme politique observé en RDC est attisé par les capitales occidentales à travers leurs ambassades installées à Kinshasa. En effet, c'est autour de chaque événement initié par les radicaux de l'opposition et les mouvements dits citoyens qu'il s'observe une effervescence autour de certaines ambassades bien connues. Il s'agit de mouvements soit des Congolais vers ces ambassades, soit des diplomates de ces ambassades vers les quartiers généraux des Congolais. Kinké et ses compagnons prennent date avec l'histoire. Après Lumumba, voici Kabila érigé en modèle, peut-on lire sur le site de Forum de Zaz. Au départ, Asbel, Kabila Désir devient officiellement un parti politique déterminé à occuper tout l'espace, mobiliser et agir. Foi de son autorité morale et par ailleurs élu et réélu de Massima Nimba. C'est debout, comme dans une cérémonie à l'anglaise, que l'assistance a suivi le speech de l'élu de Massi, la voix étranglée par l'émotion, car ne voit pas son parti agréé qui le veut. Kabila Désir est désormais un parti politique enregistré comme tout autre parti politique en République démocratique du Congo. C'est un moment émouvant, vous vous en conviendrez. Nous rendons grâce à Dieu, une nouvelle page s'ouvre pour les Congolais et les Congolaises. Kabila Désir va désormais occuper l'espace, tout l'espace, mobiliser et agir, a indiqué Trifon Kike Mulumba. Actualité.cd s'intéresse à la situation au Nord Kivu et note Julien Paluku, les massacres de Luanga, une sauvagerie inadmissible et impardonnable. Le gouverneur de la province du Nord Kivu dit s'associer à la douleur qu'éprouvent toutes les familles des victimes des massacres d'une trentaine de personnes la nuit de samedi 26 novembre à Luanga, au sud du territoire de Lubero. Julien Paluku demande à l'armée et à la police de redoubler d'efforts afin de mater tous les groupes armés à l'instar des ADF et des FDLR. Il appelle par ailleurs à la population de se désolidariser de tous ces groupes armés et de dénoncer toutes leurs activités auprès des autorités locales compétentes. Terminons par l'agence congolaise de presse qui se rend au Cuba pour parler
des funérailles grandioses en mémoire de Fidel Castro. Cuba a préparé notamment plusieurs cérémonies d'hommage et une procession de 4 jours pour honorer le père de la révolution cubaine. Point culminant de ces célébrations, les funérailles du commandaté, personnage unique qui a forgé l'identité de l'île caribéenne et l'a fait entrer dans les livres d'histoire, se tiendront le dimanche 4 décembre à Santiago de Cuba, dans l'Est, le berceau de la Révolution. Assemblée nationale, approbation du rapport des vacances parlementaires de décembre 2014 et mars 2015 à la une de l'agence congolaise de presse. Les députés réunis en séance plénière lundi ont approuvé le rapport des vacances parlementaires de décembre 2014 et mars 2015, reprenant les points saillants des préoccupations exprimées par les populations des différents territoires de la République. Ce rapport, qui constitue la synthèse des questions évoquées par la base au passage des députés dans leur circonscription électorale, est le premier du genre examiné en plénière au cours de cette législature depuis les élections de 2011. Il reprend notamment les points relatifs à la vie sociopolitique, à l'économie, à la sécurité et autres aspects de la vie nationale à transmettre au gouvernement pour des réponses idoines. Le groupe L'Avenir s'intéresse au rassemblement et note l'hôtel de ville ayant interdit toute manifestation jusqu'à nouvel ordre vers un nouveau bras de fer Kimbuta Rassemblement. Décidément, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, à travers le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, s'est enfermée dans un radicalisme outré et dont l'objectif est de provoquer un affrontement entre les forces de l'ordre et une certaine frange de l'opposition. À l'avenir de poursuivre, et ce, pour un motif inavoué, salir une fois de plus le gouvernement de la République et susciter la sympathie de quelques chancelleries internationales. C'est comme si cette plateforme de l'opposition congolaise tenait à tout prix faire couler le sang, une option machiavélique qui anime ses politiciens depuis leur conclave tenu à Genève à Bruxelles. Pour Forum de Zas, à l'approche du 9 décembre, l'UDPS réclame le dialogue Kabila-Tshisekedi. L'UDPS réclame un dialogue qui devra mettre autour d'une table principalement Etienne Tshisekedi et le président Joseph Kabila. C'est du moins le message essentiel qui a découlé